Et bonjour à tous, c'est TML et Supral34. Ensemble, nous allons vous raconter l'histoire de Mob of the Dead et celle de Blood of the Dead. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à nos deux chaînes et à mettre un petit like sur cette vidéo. Bon visionnage. Au départ, il n'y avait que l'éther dans l'univers. L'éther était habité par les veilleurs, des entités aux capacités surnaturelles. Un jour, les veilleurs ont créé la clé d'invocation, un artefact surpuissant qui leur permettrait de contrôler le pouvoir de l'éther. C'est également avec cet artefact qu'ils bâtirent l'univers d'Agartha et toute une autre infinité d'univers. Vous l'aurez donc compris, il n'existe pas un, ni deux, mais bien une infinité d'univers dans lesquels chaque scénario est différent. Exemple très simple, si dans l'univers 1 j'ai un rendez-vous et j'arrive pile à l'heure, il est probable que dans l'univers 2, je rencontre un problème comme un embouteillage sur la route, donc j'arriverai en retard à mon rendez-vous. Pour Blood of the Dead, nous sommes dans la dimension 63, un univers qui regroupe plusieurs maps du mode zombie tels que Shadows of Evil, Mob of the Dead et Blood of the Dead. Ensuite, il est important de comprendre la notion de cycle. Un cycle est une boucle temporelle durant laquelle se produisent des événements bien précis qui ont pour conséquence de ramener les protagonistes au début de la boucle, afin qu'ils recommencent et perpétuent le cycle. Dans un univers, il peut y avoir plusieurs cycles. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les actions du passé auront toujours une conséquence sur l'avenir. Voilà pourquoi lors de l'intro de Blood of the Dead, Richthofen dit que le futur a changé, enfin les pages du chronorium ont changé. Si vous ne comprenez toujours pas, voici un deuxième exemple. Dans l'univers 1, je suis arrivé à l'heure de mon rendez-vous, donc j'ai obtenu le travail. J'ai pu m'acheter une maison, une voiture, etc. Par contre, dans l'univers 2, je suis arrivé en retard à mon rendez-vous, je n'ai pas décroché le job, j'ai donc fini à la rue, etc. C'est un peu extrême, mais comme ça vous voyez bien la différence entre les deux univers. Le fait qu'un tout petit détail ait pu changer beaucoup de choses. Vous pourrez vraiment faire une comparaison avec cet exemple lorsque nous arriverons à l'histoire de Blood of the Dead. Et maintenant, laissez-nous vous expliquer comment tout a commencé. Le 18 juillet 1922, Sal De Luca ouvre plusieurs maisons de jeux à Chicago. Cette date marque le début de la renommée de la famille De Luca. Le 17 février 1923, un meurtrier du nom de Billy Hanson se joint à la famille De Luca en tant qu'assassin. Sal viendra à considérer Billy comme le fils qu'il n'a jamais eu. 7 mois plus tard, un expert en jeux et magouilles sportives, Michael Finn O'Leary, commence à travailler pour Sal. Peu de temps après, Finn épouse Angelina Beau, une starlette trop enthousiaste qui a des illusions de grandeur. Pour que les affaires de la famille De Luca tournent correctement, durant de nombreuses années, Sal n'hésita pas à utiliser le moyen du pot de vin avec la ville. Le 11 mai 1930, Sal commence à travailler avec un certain Albert Hal Arlington, connu pour être un expert dans le cambriolage. Hal devient alors son associé à Los Angeles. Finn, quant à lui, informe son avocat qu'il n'acceptera pas la demande de divorce d'Angelina. Selon Finn, elle pourra quitter ce mariage le jour où elle quittera cette terre. Un an plus tard, un des cambriolages des deux associés rate à Los Angeles. Sal s'enfuit, Hal, lui, se retrouve à l'hôpital. En colère et frustré par son empire effondré, Sal tue une prostituée pour passer ses nerfs. Ne pouvant plus fermer les yeux sur ses crimes, la police de Chicago arrête Sal De Luca. La police lance alors une opération contre la famille criminelle De Luca. Billy Hanson est alors arrêté pour de multiples homicides. Finn, dénoncé par sa femme Angelina, est arrêté également par la police de Chicago. Quant à Hal, une fois sorti de l'hôpital, il fut arrêté pour le cambriolage raté de Los Angeles. Le 14 mai 1932, Sal De Luca est reconnu coupable de meurtre. Il est condamné à perpétuité dans la prison d'Alcatraz. Le 16 mai 1932, Billy Hanson est reconnu coupable de 116 chefs d'accusation pour meurtre. Il est également condamné à perpétuité dans la prison d'Alcatraz. Quant à Albert Hal Arlington, il est reconnu coupable du grand cambriolage de Los Angeles, de vol de voiture, d'incendie criminel et autres méfaits. Le 1er juillet 1932, il est envoyé purger sa peine à la prison d'Alcatraz. Le 1er janvier de l'année suivante, Stanley Ferguson commence à travailler sur l'île d'Alcatraz en tant que gardien. Hal ne tenait pas à finir ses jours dans la prison. Il y eut alors un plan qui consistait à construire un avion de fortune pour s'échapper de la prison. Il réussissa même à convaincre Sal, Finn et Billy à l'aider dans ce projet un peu fou. Malheureusement pour Hal, les mois passèrent mais rien de concret ne vit le jour. Réalisant que l'avion ne sera jamais fini,
Pleins d'amertume et de rage, les 3 prisonniers jurent de se venger d'Hal. Le 31 décembre 1933, Sal, Finn et Billy décident d'attirer Hal sur le toit de la prison et de le tuer. Au même moment, le Shadowman entre en contact avec le directeur de la prison. Le Shadowman lui promet que le monde dont le directeur rêve est tout proche. Le directeur l'écoute et devient alors un de ses subordonnés les plus fidèles. Le Shadowman ordonne alors au directeur de récupérer l'âme de 4 prisonniers bien spécifiques, Sal, Finn, Billy et Hal, afin de transformer l'île. Piéger les âmes de ces prisonniers serviront à piéger une autre âme, beaucoup plus puissante, celle du docteur Edward Richthofen. D'après le Shadowman, son sang serait très puissant. À la fin de leur conversation, le gardien Stanley Ferguson informe le directeur du meurtre d'Hal qui vient d'avoir lieu quelques instants auparavant. Je suis vraiment désolé d'interrompre vos prières, monsieur, mais on a un meurtre sur le toit. C'est Hal Arlington. Arlington? Oui, monsieur. Une tentative d'évasion qui a mal tourné. On a réussi à arrêter Sal DeLuca et ses 2 comparses. Ils étaient ensemble. Le plan du Shadowman peut alors commencer. Quelques jours avant l'exécution des 4 prisonniers, Richthofen, venant tout droit du futur, arrive pour récupérer le sang de Sal et de Finn. Mais je reviendrai sur cette information tout à l'heure. Trouvés coupables du meurtre d'Hal, Sal, Finn et Billy sont exécutés le 19 janvier 1934 sur la chaise électrique. Après leur mort, nos 4 prisonniers sont envoyés dans un map Mob of the Dead, un cycle sans fin créé par le Shadowman afin de capturer l'âme d'Edward Richthofen le jour où il arrivera dans ce cycle. Sous l'ordre du Shadowman, le directeur de la prison se donne la mort sur une chaise électrique dans sa salle secrète, afin de rejoindre le cycle de Mob of the Dead. L'heure est venue. L'éponge est humide sur ma tête. Les vis sont bien serrées. Je tiens l'interrupteur. Je vais brûler. Il renaîtra alors sous la forme du directeur Brutus, une version de lui plus grande et bien plus puissante. Une fois à Mob of the Dead, les prisonniers se confessent sur leur passé. Sal DeLuca regrette d'avoir délaissé ses parents, d'avoir volé, mais il regrette surtout d'avoir tué Albert Arlington, qui était certes profondément stupide, mais innocent. Billy, lui, ne regrette rien. Il s'amuse à énumérer tous les crimes qu'il a commis, près de 116 au total. Par ailleurs, il jure qu'après sa mort en tant que fantôme, il tuera toutes les personnes qui lui ont causé du tort. Finn, lui, ne parle que de sa femme. Il lui demande pardon pour tout ce qu'il a commis et lui cède de retrouver l'amour avec quelqu'un de droit et d'honnête cette fois-ci. Dans le monde normal, le 16 avril 1940, Richthofen arrive dans la dimension 63. Il contacte les membres des Illuminati et leur demande de l'aide pour construire un laboratoire en dessous de la prison d'Alcatraz. 2 jours plus tard, Richthofen rencontre Stanley Ferguson et le convainc d'aider les Illuminati à la construction du laboratoire. Un peu plus d'1 an après cette rencontre, le 3 janvier 1941, Stanley Ferguson rapporte que le laboratoire a été terminé. Le lendemain, Richthofen retourne au laboratoire sous Alcatraz où il rencontrera le groupe de Victis, Samuel, Misty, Marlton et Russman arrivant de la Terre Vierge en possession du chronorium. Ils remettent le chronorium à Richthofen puis se placent dans un caisson de cryogénisation afin d'être maintenus en sécurité jusqu'à qu'il soit nécessaire pour plus tard. En parcourant le chronorium, Richthofen découvre à quel point les fioles de sang sont importantes. Il se téléporte dans le passé pour arriver à Alcatraz, le 11 janvier 1934, 8 jours avant l'exécution des prisonniers, afin de récupérer le sang de Sal et de Finn. Revenons-en à Mob of the Dead. Nos 4 prisonniers sont condamnés dans un cycle infini. Sal, Finn et Billy suivent le plan d'Hal qui consiste à s'échapper de la prison infestée de zombies à l'aide d'un avion de fortune. Après plusieurs tentatives, ne voyant qu'ils n'y arriveront jamais, Sal, Finn et Billy décident de tuer Hal. Malheureusement pour eux, ils seront condamnés à rejouer cette scène à l'infini. Bien, passons maintenant à l'histoire de Blood of the Dead. Sur Blood of the Dead, nous incarnons Richthofen, Dempsey, Takeo et Nikolai, les 4 personnages de Primis. Ceux-ci se sont rendus à Alcatraz dans le but de prendre les fioles de sang dans le laboratoire de Richthofen et de repartir aussitôt, comme ils l'ont fait sur Black Ops 3. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, sur Black Ops 3, après avoir tué le Takeo Ultimis de Zetsubu no Shima, Primis se rend à Alcatraz pour prendre les fioles de sang et repart aussitôt. Ils vont à Gorod Krovi, ils prennent l'âme de Nikolai et ensuite se produisent les événements de révélation à la suite desquels Primis est renvoyé à la Grande Guerre au début du cycle en 1290 ou 1290. Tout ceci représente le cycle de Black Ops 3. Ces événements se produisent peu de temps après les événements de Mob of the Dead et ne peuvent se produire que si le cycle de Mob était perpétué,
c'est-à-dire si Sal, Billy et Finn tuaient la fouine. Dans le cas contraire, le cycle était brisé comme nous le disait l'écran de fin du secret de Mob of the Dead. Vu que le cycle est brisé et que les événements sont différents, le futur change. C'est ce qu'on apprend dans la cinématique d'intro de Blood of the Dead lorsque le Richthofen du futur nous dit que les pages du Chronorium ont changé. Vous l'aurez donc compris, Blood of the Dead ne peut se produire que si le cycle de Mob of the Dead a été brisé. Ceci est le fameux élément déclencheur qui change le futur de cet univers, comme l'embouteillage sur la route dans mon exemple. Petite démonstration pour vous prouver que changer le passé aura toujours des conséquences sur le futur. Dans les comics, Richthofen parvient à entrer en communication avec Stullinger par l'intermédiaire de l'éther. Tout au long des comics, Stullinger est guidé par Richthofen afin de trouver le Chronorium et de le lui apporter. Évidemment, je parle du Richthofen du futur, celui qui donne les fioles et le Chronorium au groupe de Primis dans l'intro de Blood of the Dead. Et bien ici, vu que le cycle de Mob of the Dead a été brisé, le futur a été modifié. Une des conséquences secondaires, donc sans importance pour l'instant, c'est que Stullinger arrive à entrer dans la tête du Richthofen Primis, qui est encore une fois à ne pas confondre avec le Richthofen du futur. On rappelle que Stullinger est toujours cryogénisé dans le laboratoire et qu'il utilise l'éther pour communiquer. Lorsque vous êtes en game, vous pourrez entendre Richthofen dire ceci à Nikolai. Non Nikolai, nous ne sommes pas coincés ici, nous sommes juste retardés contre notre gré. Ce qui implique que Richthofen, en ayant lu de nouveau le Chronorium lors de la cinématique d'introduction, sait ce qu'il faut faire. En effet, il parle de son sang et du fait qu'il ne compte pas laisser faire ça. Mais malheureusement, c'est la seule solution pour s'échapper et il l'a bien compris. Pour sortir de Blood of the Dead, nos 4 protagonistes doivent emprunter un portail alimenté par l'élément 115, mais le gardien l'a détruit. Pour en ouvrir un deuxième, il faut du sang, et pas n'importe quel sang, il faut celui de Richthofen. Pourquoi me direz-vous? Eh bien, tout est expliqué dans les radios de la map. Richthofen, tu es là? Richthofen, je suis parfaitement incroyable. Le sang, il fait que préserver sa dimension d'origine. Comme si le facteur paradoxal ne suffisait pas. Si mes c'est le sang lui-même, le paradoxe. Nous savons, mute en cas d'expansion prolongée à l'élément 115, avec des effets secondaires pouvant aller de troubles de la mémoire, mort-vivant. Mais, à la seconde où le corps traverse un portail 115, genre de réaction. C'est le sang plutôt que les tissus qui se transforment, puis se stabilisent une fois exposés à d'autres réalités spatio-temporelles. Et même si on note encore des illusions et des mémoires, le sang se gonfle d'énergie. Éthérique. Edward, c'est cherchons depuis le premier jour. Non seulement ton sang peut te sauver, Edward, mais tout changer. J'espère que tu survivras assez longtemps pour t'en servir. Vous l'aurez compris, le sang du docteur Richthofen est chargé en 115 dû à ses nombreux voyages inter-univers, ce pourquoi il est le seul à pouvoir ouvrir un portail. Mais pour le moment, Primis est juste bloqué à Alcatraz à cause du Brutus. Ils ont pris la place des 4 protagonistes de Mob of the Dead et sont piégés à leur tour dans un cycle. En effet, Alcatraz est un monde créé entièrement par les Apoticons. Il est donc impossible de prendre un bateau et de s'en aller aussi facilement par exemple. Le cycle de Blood est à prendre avec des pincettes vu que c'est un cycle dans un autre cycle. En effet, c'est une sorte de boucle sans fin sur une autre boucle sans fin. Si Richthofen ne donne pas son sang, Primis est incapable de sortir d'Alcatraz, mais vu qu'il se sacrifie, le cycle de Blood of the Dead est bel et bien brisé. À la fin du secret, lorsque Richthofen monte sur la machine, un caisson de cryogénisation s'est ouvert et a laissé place à un autre Richthofen. Celui-ci est le Richthofen incarné sur Black Ops 3, ayant échoué face au Dr Monty. Et ayant été renvoyé au début du cycle, il s'est ensuite téléporté à Alcatraz pour attendre Primis et confier le Chronorium à Nikolai, nouveau leader du groupe. Lui, contrairement aux autres, qui a encore son âme car Gorod Krovi ne s'est pas encore déroulé dans ce cycle. Lorsque le gardien a été vaincu, toutes les âmes prisonnières sur l'île ont été libérées, y compris celle d'Al Arlington, c'est-à-dire la fouine, dont l'âme a été symbolisée par une mouette tout au long du secret, ainsi que les âmes des 3 autres prisonniers de Mob of the Dead, nous ayant aidé à vaincre le gardien. Et bien voilà les amis, cette vidéo est dès à présent
terminé. J'espère que nous nous serons bien fait comprendre et que cette vidéo sera assez claire pour vous. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. C'était TML et Supral34. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes respectives si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit like sur la vidéo et je vous dis à la prochaine. Peace.